Cet accident, il entraîne le décès de ma grand-mère dans l'accident et surtout moi qui suis défigurée. Et ça, c'est un premier contact avec la santé. J'ai cette idée que chez Procter, je me suis occupée de produits matures. Je sais déjà à l'époque que c'est pas facile de trouver ce genre de molécules parce qu'il y a beaucoup de gens qui les cherchent. Les Big Pharma, elles se disent moi, je dois faire du R&D, donc moi, je cherche du blockbuster. Et donc, du coup, j'ai moins d'intérêt pour ces produits matures. Ce qui font qu'effectivement, elles vont se séparer de ces produits matures. Pour moi, ils sont essentiels. Au moment du Covid, on a eu 0 retard de production. Ça veut dire que les mecs, malgré le fait que ça mourait partout dans tous les quartiers, ils continuaient et allaient produire. J'ai encore des frissons. Je me dis, il y a des gens qui ont risqué leur vie pour aller produire. Cet épisode a été enregistré avec le soutien de LXO et de l'AMLIS. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pharma Minds. Merci à vous, chers auditeurs, d'être toujours plus nombreux à suivre ces épisodes. Aujourd'hui, nous recevons une femme qui bouscule les codes de la pharma. Nous recevons Karine Pinon. Bonjour Karine. Bonjour. Karine, elle est CEO et fondatrice des laboratoires XO. Et on va plonger à travers un parcours fascinant. La création d'un laboratoire pharmaceutique qui défend une production française et européenne et les médicaments matures. Donc je crois que ça va être un bel exemple de montrer qu'on peut entreprendre dans la pharma et qu'on peut réussir tout en restant authentique et engagé. Vaste programme. Vaste programme. On va commencer par, je pense, un parcours de vie. Parce que pour faire ce genre de switch, vous aviez 40 ans quand vous vous êtes dit okay, je vais devenir entrepreneur. En préparant cet échange, vous me disiez qu'il y a eu des petites touches fondatrices pour amener vers la santé, comme par exemple un moment fort, je pense douloureux, qui est un premier accident. Ouais. Ça commence par un accident de vie. Ça commence par un accident de vie. Ouais, j'ai 10 ans. On est sur la route du week-end et puis malheureusement, comme souvent ça arrive, accident de voiture. Cet accident, il entraîne le décès de ma grand-mère dans l'accident et surtout moi qui suis défigurée. Et du coup, je vais avoir, on va dire, un passage à l'hôpital pendant plusieurs étés où je pars en chirurgie réparatrice. Et ça, c'est un premier contact avec la santé. Et ça a un deuxième aussi impact, qui est qu'effectivement, je me crée un peu une carapace. Carapace qui, du coup, va me rendre plus forte. Alors, les épreuves de vie, je pars du principe qu'effectivement, ça peut rendre plus fort ou affaiblir. Dans mon cas, et encore une fois, je pense que c'est difficile d'imaginer pourquoi on réagit comme ça. Et probablement un peu de génétique, peut-être un peu d'éducation, mais très clairement, moi, ça a été plutôt un élément booster, dans le sens où j'ai rencontré déjà des personnalités. Le chirurgien qui m'a opéré était quelqu'un d'absolument extraordinaire, qui faisait aussi bien du travail esthétique que aller travailler la personnalité à 10 ans, à 10 ans, mais de s'accepter aussi. C'est qu'au bout d'un moment, il faut se dire, on n'a pas tout réparé, mais on s'accepte tel qu'on est. Et beaucoup de confiance, beaucoup de transparence, ce dialogue entre un chirurgien qui avait été le fondateur de SOS Main, donc grand ponte, et une petite fille qui a 10 ans et qui la responsabilise, qui lui parle comme un adulte, etc. Tout ça, je pense que ça a été fondateur. Okay. Et donc, ça vous a fait grandir vite, ça ? Ça a fait grandir très vite, comme la maladie fait grandir aussi très vite, malheureusement, les enfants qui en sont atteints. Mais très clairement, c'est ce qui m'amène vers la santé. J'arrive un peu en pharma, un peu comme ça, pas par hasard, mais ça se découle comme ça. Ensuite, je complète avec des études à HEC. Là aussi, un peu par hasard, parce que je rentre à l'association sportive de pharma, je m'occupe des sponsors, et là, je me dis, il y a quand même quelque chose d'intéressant à aller chercher du business.
Et puis, D'accord. donc voilà. Donc je rentre à HEC comme ça. Le business, marketing, du coup, C'est on est ça. dans la relation avec les gens. Et, Exactement. Et donc, du coup, je vois qu'il y Et on prend a appui une sur la confiance. association, Ouais. voilà. Il y a une association qui peut très bien se faire entre la pharma Ouais. et le business. Il y a un truc qui, bon, personnellement, j'aime bien aussi les marques. Ouais. Et vous disiez, justement, à HEC, il y a des rencontres. Je rencontre un prof qui est Jean-Noël Capferrer, qui a écrit énormément sur les marques. Et qui, du coup, commence à me faire comprendre la marque, l'intérêt de la marque, etc. Alors, en pharma, la marque, dans le médicament, ça peut paraître un peu lointain, parce qu'on parle surtout d'une molécule. Enfin, cette molécule, pendant 10 ans, elle a un nom de marque. Et puis, tant qu'elle n'est pas générique, elle reste sur le nom de marque. Et c'est le nom de marque que les médecins prescrivent. Et c'est cet attachement à la marque. Et si la marque, elle est belle, s'il y a un réseau de confiance sur la marque, le médecin va y rester attaché. Et en fait, ça va driver un petit peu toute ma vie, cette fascination pour la marque. Parce que quand je vais plus tard créer Alixo, je vais essayer d'acquérir des produits dont le nom de marque veut encore dire quelque chose pour le médecin. D'accord. Et sur lequel je vais pouvoir capitaliser pour pouvoir rebooster, revamper ces marques. Ouais, okay. C'est de là que ça vient. Ok. Et dans les premiers métiers que vous faites en rentrant dans la pharma, alors je commence comme tout le monde en fait chez Procter & Gamble. Comme tout le monde. Enfin non, pas comme tout le monde chez Procter & Gamble, mais comme tout le monde en fait en visite médicale. À l'époque, ça se faisait énormément. Ouais. Et là, 10 mois très durs. Ce qui me fait vraiment apprécier ce métier, en fait, quand je travaille avec des visiteurs médicaux, je sais que leur métier il est compliqué et que c'est un métier, contrairement à ce qu'on imagine, un métier de solitaire, où on va être tout seul face au médecin. Il y a le pouvoir de conviction. Et puis, il y a surtout aussi toujours cet intérêt du discours marketing qui doit rester à la fois relativement basique et vrai. C'est-à-dire qu'en fait, le médecin, on ne peut pas lui raconter n'importe quoi. Des fois, les créas en agence de pub nous font des jolis concepts et puis des trucs un peu attirés par les cheveux. Le médecin, non. Le médecin, il a besoin d'un truc qui lui rend service. Il faut qu'on lui parle vrai, etc. Et je pense que tout ça aussi, ça m'a aidé. Alors, 10 mois compliqués sur le terrain où j'ai vraiment, j'ai trouvé que c'était difficile, mais énormément appris pour le futur. La solitude, c'est ça, difficile. Ouais. La solitude. La solitude, elle est difficile. Le rapport au médecin est aussi difficile parce qu'il y a un rapport de force. Il faut pas le nier. Le médecin, il voit le visiteur médical, il le prend quand même plutôt un peu de haut. Donc, il faut rester humble. Il faut savoir convaincre en sachant qui on est et puis rentrer et instaurer une relation de confiance. Et honnêtement, au début, moi, c'est pas non plus je suis quelqu'un de plutôt réservé. Souvent, on me dit très expansive, mais le fond de moi, il est quand même timide. Et donc, du coup, je me fais un peu violence. Donc, c'est vrai que ce métier-là, j'ai trouvé compliqué. D'accord. Et c'est dans cette maison Procter & Gamble que vous avez appris aussi les bases du marketing, du coup. Ouais, une maison, ce qu'on appelait comme on disait chez L'Oréal, Procter, c'était aussi la deuxième école du marketing. Alors, avec une petite différence chez Procter où extrêmement database. Donc l'importance du chiffre, l'importance de la démonstration, l'importance de la synthèse. C'est le one-pager de Procter, c'est-à-dire qu'en une page, on doit être capable de faire un plan marketing. Donc on doit être hyper concis, les phrases doivent être ciselées, etc. Et puis surtout, ce qui était très intéressant, et je l'ai gardé chez Alixo, c'est ce besoin de faire grandir les gens. C'est-à-dire qu'en fait, Procter, c'est vraiment une société où on rentre en bas de l'échelle et tous les hauts de l'échelle ont commencé en bas de l'échelle. Donc, du coup, il y a vraiment ce côté de faire grandir les gens, de leur apprendre quelque chose. On est dans l'échange. Alors, ça a peut-être changé depuis, mais à l'époque, c'était vraiment ça. Et ça, j'essaye de le garder chez Alixo, où, par exemple, on prend des alternants et j'aime bien voir les gens progresser. Parce que je trouve que l'entreprise, elle doit être aspirationnelle. Pour les gens qui rentrent, ils doivent se dire j'ai quelque chose à aller chercher ici. Donc ça me fait partie de mon motivation. Et comment, du coup, après Procter, comment vous basculez? Comment vous dites tiens, j'ai envie de faire autre chose? Alors, je switch sur, j'allais dire, un malentendu. Non, en fait, je switch parce que
Procter décide de se débarrasser de sa branche pharma, parce que c'est vrai que c'était pas son corps de métier. C'était un peu comme une verrue à côté de Procter. Alors nous, on avait tous les avantages de la structure, des formations, etc. Mais c'est vrai que ça restait un petit peu atypique. Il décide de, comme on dit maintenant, divester. Et du coup, là, je me dis, je suis un peu à la croisée des chemins, j'ai 40 ans. Et je me dis, est-ce que j'ai envie de refaire exactement ce que je faisais chez Procter dans un gros labo? Et j'ai pas envie, en fait. Je suis aidée par quelqu'un qui m'aide dans un bilan de compétences. Okay. Et là, je me dis, non, en fait, j'ai pas envie. J'avais un degré d'autonomie chez Procter qui était assez énorme, puisque je gérais des marques locales, etc., qui marchaient super bien. Donc, j'avais aucun reporting global, etc. Et du coup, c'est vrai que cette autonomie, j'ai envie de la retrouver. Donc, c'est un peu comme ça que j'arrive sur la pharma. Et de chercher une relance, en fait, une grosse relance de carrière. Une relance de carrière. Ce besoin aussi de se dire que je travaille un peu pour moi, quand même. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais eu quelques expériences chez Procter où je disais, je donne énormément au groupe, puis finalement, à la fin, ça part dans un groupe, mais j'en vois pas forcément les conséquences. Je trouve que ce qui est très intéressant dans l'entrepreneur, c'est que dans l'entrepreneuriat, vous avez, si vous loupez sur une décision, elle est pour vous, quoi. Si vous réussissez, elle est pour vous aussi. Mais il y a un petit peu, je suis pas anonyme dans un groupe. Et puis que quoi que je fasse, finalement, il n'y a pas forcément un impact sur la boîte. Là, quand c'est votre boîte, c'est pas pareil. Les enjeux sont pas les mêmes. Et c'est un peu ça que je recherche, en fait, quand je décide de monter Alixo. C'est de retrouver cette autonomie et puis ce besoin de créer. Je pense qu'il y a aussi chez l'entrepreneur une envie de créer, de créer de l'emploi, de donner envie aux gens, puis de se dire qu'on peut faire un peu différemment. Donc voilà. Donc vous avez direct la bonne idée. Non, ça se passe comment? Non, pas directement. Au début, je choisis un peu le chemin de la facilité. Je me dis, je comprends quand même que la pharma, c'est très compliqué. Et je me dis peut-être que si surtout en marketing, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et je me dis, et puis il faut beaucoup de fonds. Il faut de l'argent. Acheter des molécules, ça coûte cher. J'en ai pas forcément beaucoup. Et je suis juste un cadre moyen, voilà, donc j'ai pas forcément tout ça. Et du coup, je me dis, je vais commencer par la cosmétique, en me disant, ça c'est plus facile, le marketing, je connais, plus accessible. Et ça va être, plus accessible, effectivement. Et là, je fais une première erreur. Je fais cette première erreur en me disant, finalement, je vais passer par en fait ce qu'on appelle les ventes à domicile, la vente de conseillère, un peu à la mode Tupperware. Donc ça, c'est bien parce que finalement, ça n'engage pas trop de frais, les gens sont payés à la commission, etc. C'est solide, ça prouvait ça prouvait son efficacité. Et là où je foire totalement mon business plan, puisque à HEC, on apprend de faire des jolis business plans. Après, depuis, j'ai compris que les business plans sont difficilement réalisables. Une fois, un banquier m'a dit, de toute façon, c'est bien que les business plans se réalisent pas. Je crois que c'est un peu vrai, malheureusement, mais il faut partir quand même de cette page. Et la première erreur que je fais, c'est que effectivement, je compare Tupperware, mais en fait, Tupperware, c'est juste une machine énorme qui entraîne des incentives, qui fait de la formation, qui recrute. Et en gros, moi, je suis allée jusqu'à 70 conseillères que j'avais recrutées moi-même. Sur les 70, 6 mois après, vous n'en avez plus que 15. Parce que les gens viennent parce qu'ils ont vu de la lumière, etc. Ça, c'est le premier constat. C'est que, très, très difficile à faire bouger. Deuxième constat, c'est que vous avez beau penser, vous mettre... essayer de trouver les drivers, et en fait, chacun a son driver. Personnel. D'accord. Et c'est-à-dire qu'en fait, tout ce que j'avais appris, qui était dans un monde extrêmement codifié, mes études, elles étaient extrêmement codifiées. J'avais la pharma, j'avais C'était plus HEC, rationnel, J'étais dans un milieu de cadre moyen sup, plutôt gentil entre nous, quoi. Et en fait, quand vous allez en province, quand vous tombez sur des femmes qui, quand elles vont vers ce genre de métier, c'est qu'elles ont arrêté de travailler.
Donc, du coup, elles n'ont plus du tout les mêmes drivers. Ouais. Vous pouvez pas appuyer de la même façon. Vous étiez en quelque sorte un peu en avance de phase sur la société, quoi. Non, je pense que j'étais un peu en rendez-vous en terre inconnue, en fait. Ouais. Donc, j'étais avec des gens dont il est difficile de comprendre ce qui va les faire bouger, ce qui va les aspirer, etc. Okay. Et ça, c'est compliqué, je pense. Et du coup, il faut se le dire, il y a des gens qui arrivent à avoir ce mimétisme et s'intégrer. Moi, je me suis dit, compliqué de ce côté-là. Et le dernier point, c'est que j'étais dans un système de création d'entreprise avec des love money et toute seule. Mais horriblement seule. Et on revient sur la solitude que j'avais éprouvée au moment de la visite médicale. Et ça, je ne sais pas faire, en fait. C'est qu'en fait, moi, j'ai besoin d'être avec des gens, j'ai besoin de communiquer, j'ai besoin de confronter mes idées, j'ai besoin qu'on me challenge, j'ai besoin qu'on me dise « t'es sûr ?» Et c'est vrai que ce côté tout seul, il est extrêmement difficile. Et donc, c'est ce qui fait que dernière conclusion sur l'entreprise. C'était pas une demi-erreur. Non, dernière conclusion, c'est que j'ai besoin de la pharma. C'est-à-dire qu'en fait, la cosmétique, elle me satisfait pas. J'ai adoré la création des marques parce que j'ai travaillé avec une fille qui était absolument géniale, qui m'a aidée à faire les formules, etc. J'ai adoré ce côté développement. Mais en fait, ça reste quand même un milieu de cosmétique. J'ai besoin de retourner à la pharma. Donc, je retombe sur mon point initial, c'est-à-dire aller chercher des produits matures. Je me dis, je vais revenir sur mon cœur d'expérience. Et ça, c'est quelque chose, je pense, dans l'entrepreneuriat, c'est hyper important de se dire, il faut aller chercher là où on est fort. Il ne faut pas aller chercher des expertises qu'on n'a pas. Qu'on rêve d'avoir, Qu'on rêve d'avoir. Mais c'est vrai qu'on est quand même plus fort sur ces skills, quoi. Et donc ça, c'est vrai que pour moi, en tout cas, ça a vachement bien marché. Et donc, du coup, là, vous débarquez, vous aviez plus d'argent qu'avant ? J'ai moins d'argent parce que pendant 2 ans, je me suis pas payée. Donc, j'ai beaucoup moins d'argent. Et du coup, je rencontre une banque que j'avais déjà rencontrée par le passé. Et je lui dis, voilà, j'ai cette idée. J'ai 2 produits en tête, que j'ai toujours d'ailleurs chez Laboratoire Exo. Qui sont Atepaden et Minocine. Et je me suis dit, j'ai besoin d'argent, donc il faut qu'on me fasse rencontrer des investisseurs. Et c'est comme ça qu'on me présente Gérard Leduc. Ok, non, mais donc c'est en 2015. Ok, mais ça se passe comment là ? Vous aviez donc mis de côté l'ancien projet, vous avez dit ok. Je regardais. Définitivement, le projet de cosmétique. Le projet de cosmétique, mis de côté, arrêté. Non, je l'arrête carrément. Et alors ça, beaucoup de gens ont voulu me faire croire que c'était horrible. Et en fait, c'est ça que je tue le bébé, c'est ça ? Ouais, ça doit être dur pour toi. C'est horrible, c'est un échec. Et en fait, ça, je pense que c'est aussi une de mes forces, c'est que j'ai cette résilience de tourner la page très vite. C'est-à-dire que, en fait, je suis dans la douleur jusqu'au moment où je prends la décision. Le jour où j'ai pris la décision, j'ai tourné la page, c'est fini. Je ne retourne pas. Ça, c'est une force aussi en entrepreneuriat. Et c'est basé, en fait, sur tout ce que disent les Américains, sur échec et entrepreneuriat. En fait, ils considèrent qu'un entrepreneur, il est successful quand il a eu des échecs. D'accord. Parce qu'on sort plus fort. On sort plus fort. On sait ce qui nous drive, on sait ce qu'on aime, on sait là où on est fort. Et donc là, vous avez chassé 2 molécules quand vous avez fait alors, que du réseau, en fait. Vous avez manifesté, vous cherchiez des choses... Oui. Avec un potentiel que vous saviez déjà, le modèle que vous vouliez porter ? Non, au début, je tâtonne complètement. J'ai cette idée que chez Procter, je me suis occupée de produits matures, que j'ai su relancer, que j'ai su faire du marketing dessus, etc. Donc, je pars avec qu'est-ce qui est disponible sur le marché. Je sais déjà à l'époque que c'est pas facile de trouver ce genre de molécules parce qu'il y a beaucoup de gens qui les cherchent. Donc, le marché est compétitif. En quelle année, tu as dit ? On est en 2015. 2015, création d'Ixo. Ok, 10 ans. Et voilà. Et bientôt 10 ans. J'espère qu'on va faire une grande fête pour ça. Mais donc voilà, donc c'est... je rencontre cette banque en leur disant j'ai besoin d'investissement. À l'époque, j'ai besoin de 4 millions d'euros. Donc c'est tout de suite un gros investissement que je n'ai pas. Et je tombe sur Gérard Leduc. On me propose plusieurs investisseurs, mais je tombe sur Gérard Leduc. Et là, c'était rencontre de vie, quoi, en fait. Je tombe sur quelqu'un qui, à l'époque... a pas encore 70 ans,
qui a été un serial entrepreneur et qui va me donner énormément, alors en argent, en finançant les projets, mais également énormément donné en coaching, mentoring, etc. C'est pas du tout quelqu'un qui est intéressé par l'opérationnel. Il était dans la pharma ? Il était dans la pharma, serial entrepreneur dans la pharma, et qui a fait des entreprises, enfin des industries partout, en Russie, au Brésil, en Chine. Donc vraiment. Qu'est-ce qui lui plaît ? Ce qui lui plaît, c'est chez moi, aucune idée. Non, je pense que j'arrive à un moment de sa vie où lui, il a moins de projets. C'est quelqu'un vraiment qui se nourrit en projets et en gens qui portent ses projets, parce que lui-même est plutôt vraiment toujours en position de mentor. Mais je pense qu'on a une alchimie. Alors, est-ce qu'elle est quasi paternaliste ? Je sais pas. Mais en tout cas, vraiment très bienveillante, très dans l'objectif de vraiment de développer les gens, etc. Et aussi, je pense que il se dit que je suis suffisamment, je dirais, transparente. Je suis pas quelqu'un qui est difficile à décrypter. Je dis les choses telles que je les pense, etc. Et je pense que cette confiance-là, ça lui plaît. Et puis après, ce qu'on m'a toujours dit, c'est mon énergie qui fait que ça donne envie, quoi. Ok, donc voilà. Et puis elle a fait déjà pas mal de bêtises, donc du coup, alors, elle fera pas celle-là au moins. Ouais, probablement. Alors Gérard disait toujours, j'accepte l'erreur, on a le droit de se tromper une fois, on a le droit de se tromper 2 fois, on n'a pas le droit de se tromper 3 fois. C'est vrai, je pense qu'il avait raison, et c'est à la fois dur, parce que 3 fois, c'est vite fait, quoi, quand même. Mais néanmoins, je pense que voilà, il y avait ce besoin et moi, ce qui m'apporte, c'est vraiment de l'ambition que à l'époque, je n'avais même pas imaginé. C'est-à-dire que moi, quand je rencontre Gérard pour la première fois, j'arrive avec 2 produits qui font 1,5 million, et je me dis, si dans 10 ans, ça fait 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça sera vachement bien. Et lui, il me dit, dans 5 ans, on fera 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je rentre le soir, je dis à mon mari, j'ai rencontré un mec, il est sympa, il est un peu mytho quand même. ça va pas le faire. Et on se rencontre comme ça plusieurs fois avant de décider de vraiment signer. Et on signe en octobre 2015 nos premières acquisitions, donc avec 2 acquisitions. Et effectivement, quand il partira en 2020, on fait 48 millions d'euros de chiffre d'affaires. Oui. Donc on a grandi très très vite avec plein d'acquisitions. Mais c'est là où j'ai adoré travailler avec lui, et en fait je retrouve ça un petit peu partout. C'est vrai que chez Procter, j'aimais bien travailler parce que il y avait quand même beaucoup de gens brillants, des gens qui allaient sur le 80-20, qui vont très très vite. Gérard, c'est pareil, on est sur une personne qui réfléchit extrêmement vite, donc ça me stimule énormément. Parce que moi-même, je vais très vite. Donc, c'est vrai que c'est agréable de pas s'être limité par expliquer 25 fois ou des prises de décision qui sont très longues. Donc, ça me convient parfaitement. Et puis, c'est ce que je vais retrouver plus tard avec les fonds. Mais en tout cas, toute cette période-là a été extrêmement fructueuse, dans le sens où vraiment... J'ai compris que, parce que moi je venais du marketing pur, d'un seul coup je fais le 360 du médicament, c'est-à-dire que je fais de l'API à la distribution, à la fabrication bien sûr, à la distribution et au marketing. Donc je fais vraiment le 360 du médicament. Je fais l'export alors qu'avant je n'en faisais pas. Donc vraiment je saute dans le grand bain à chaque fois. Et c'est là où je trouve que c'est hyper intéressant aussi d'un point de vue purement intellectuel sur la façon dont réagit le cerveau. C'est qu'en fait, on s'aperçoit que le cerveau, quand il est en confiance et que on le jette dans une piscine, il est capable de nager. Et donc, et d'aller vers un nouveau sujet, etc., et d'emmagasiner une énormité d'informations qu'on nous donne pas forcément dans les grands groupes. Okay. Dans les grands groupes, on vous cloisonne, quoi. Et là, non, c'est plus du tout le cas dans l'entrepreneuriat. D'accord, c'est ce que vous dites quand vous parlez il a donné de l'ambition, et c'est ce qui a fait que vous avez voulu aussi signer avec lui, que vous avez eu confiance, en fait. Ah oui, c'est en fait aspirationnel. On va juste, mais avec des étapes ou avec un rationnel solide. Solide, exactement. Donc, oui.
Ok. Donc, vous commencez avec 2 molécules. Vous dites, ok, le produit mature. Ouais. Est-ce que, Alors, pourquoi les produits matures ? Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que dans la pharma, on a tendance à se cantonner, on va dire, à parler surtout d'innovation. Parce que c'est vrai, c'est ce qui shine, quoi, en fait. Et c'est vrai qu'à titre personnel, on est ravis d'avoir des produits innovants et c'est ce qui fait l'actualité. Maintenant, quand on regarde un petit peu ce que consomment les Français, c'est-à-dire dans leur pathologie chronique de tous les jours, à 95%, le Français, il prend des produits matures, alors qui sont parfois génériqués, des fois qui ne le sont pas. Alors pourquoi ils ne sont pas génériqués ? Des fois parce que c'est des produits qui sont franco-français. Donc en fait, le génériqueur, il dit il n'y a pas tellement d'intérêt parce qu'il n'y a pas beaucoup de volume. Générique égale prix bas. Donc si vous ne faites pas beaucoup de marge, forcément, il faut qu'il y ait plus de volume pour sortir plus d'argent. C'est un peu mathématique. Et donc du coup, ces produits matures, qui sont souvent dits des produits essentiels, ou MITM, produits d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur, ces médicaments, ils font le quotidien du Français sur des pathologies comme le diabète, l'hypertension, y compris les pathologies du CNS, du système nerveux central, tout ce qui est antidépresseur, etc. Tout ça, et la majorité est constituée de produits matures, à 95%. Ces produits matures qui vont être responsables aussi de l'augmentation significative de l'espérance de vie. Aujourd'hui, si on atteint des 90 ans, c'est que le cardiovasculaire est géré, le diabète est géré, etc. Donc ces produits, ils ont un intérêt certain. Et puis pour les big pharma, elles se disent, moi je dois faire du R&D, donc moi je cherche du blockbuster, et donc du coup j'ai moins d'intérêt pour ces produits matures. Ce qui font qu'effectivement, elles vont se séparer de ces produits matures parce que c'est des produits qui prennent du temps et donc elles veulent se concentrer sur les blockbusters. C'est pour ça qu'il faut en aucun cas opposer les deux modèles. C'est 2 modèles différents qui ont besoin l'un de l'autre. Les big pharma ont besoin de ces sociétés qui font vivre les produits matures parce que c'est ce qui fait vivre, encore une fois, 95% des pathologies. Et puis qui financent aussi, quelque part aussi, un petit peu leur innovation, parce que quand on les achète très cher. Et donc, c'est de l'argent qui réinjecte dans le R&D. Donc les 2 modèles ne s'opposent pas, mais on est à des moments différents du life cycle management de la molécule. Donc, ces produits matures, pour moi, ils sont essentiels. Et puis, c'est un peu le même tropisme qu'on a, je ne sais pas, sur les vêtements. Vous voyez, sur les vêtements, on dit qu'il faut arrêter d'acheter systématiquement des nouveaux vêtements, etc. La seconde main, elle a aussi tout son intérêt. Je ne veux pas dire que le produit mature, c'est une seconde main, mais quelque part, pourquoi aller chercher du neuf, de l'innovant qui sera forcément plus cher, si on est capable de traiter de la même façon avec des produits qui sont certes moins innovants, mais qui font le job. Donc du coup, et d'un point de vue citoyen, c'est hyper intéressant parce que ça, on pourrait pas se payer, si on était tous à 1 000 € la boîte pour soigner son hypertension, l'économie ne survivrait pas. Déjà qu'elle a beaucoup de mal aujourd'hui, mais là, ça serait terrible. Donc du coup, c'est vraiment ça, c'est de se dire, c'est OK d'avoir une Ferrari quand on a un cancer qui est super compliqué, etc. Mais si finalement la Mégane ou la Laguna, elle vous mène bien et qu'elle fait son job, pourquoi aller payer si cher ? Donc vraiment, ces produits matures, c'est comme ça que mon intérêt pour eux, il arrive. D'accord. Et voilà. Ouais, ok. Donc vous dites, c'est des médicaments qui ont une place immense dans le système de soins, de santé, et pas suffisamment valorisés, c'est ça ? Alors, Alors aujourd'hui, oui, effectivement. Alors moi, je rentre dans ce produit mature, pas par hasard pour le coup, parce que c'est ce que j'avais fait chez Procter. Ouais. Et puis très rapidement, je rencontre une association qui s'appelle l'AMLIS, qui est donc l'association qui représente les PME. Et donc, je réalise effectivement, donc là, je rentre en tant que juste administratrice, etc. Et je réalise à quel point on est plein de PME à faire la même chose et à se battre pour une valorisation de cette production française et à la fois valoriser le fait que ces produits matures, qui ont souvent subi des baisses de prix parce que c'était
dans la logique du CEPS, du comité économique, de baisser ses prix pour avoir une sécurité sociale rentable. En fait, on est arrivé tellement bas dans la rentabilité que des fois, ces produits matures ne sont plus rentables. D'accord. Vous avez un exemple de produit comme ça ? Alors, il y en a plein. On a, par exemple... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que des baisses de prix successives qui font que, au fur et à mesure, on arrive au flanc du niveau de marge. Donc, moi, j'ai eu un produit qui s'appelle Terralène, où on était à 89 centimes pour 50 comprimés. Donc, et là, ça devenait d'autant plus dingue que 89 centimes pour 50 comprimés, donc on n'est même pas sur le prix d'une baguette, soyons clairs. Quand l'inflation arrive, on arrive à peu près entre 20 et 25% d'augmentation de coûts de fabrication, parce que l'électricité coûte plus cher, l'aluminium coûte plus cher, tout coûte plus cher. Et en fait, c'est là où on voit que le truc devient complètement fou. C'est-à-dire que le prix du médicament reste le même, la marge continue à diminuer, et donc, en fait, moi, mon fabricant qui était en France perdait de l'argent, mon fabricant d'API perdait de l'argent à chaque fois qu'il mettait en œuvre le produit. À la fin, on est en rupture, et moi, je suis susceptible d'avoir des pénalités, des amendes, parce que je suis en rupture. Et tout ça, pour compléter la picture, c'est que ce produit rentre dans mon chiffre d'affaires, même si je sors 0 de marge, voire je perdais à l'époque plus de 20 centimes par boîte que je vendais, ça rentre dans mon chiffre d'affaires, donc je vais payer de la clause de sauvegarde sur ce chiffre d'affaires qui est pénalisant pour moi. Donc c'est là où on arrive à quelque chose de totalement hérétique. Et donc du coup, là, en l'occurrence, j'ai obtenu finalement une augmentation de prix, mais 3 ans plus tard. Donc il a fallu... c'est là où les toutes petites entreprises, elles n'ont pas la trésorerie nécessaire pour pouvoir faire face à ça. Moi, maintenant, aujourd'hui, je fais 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc forcément, je vois un peu plus l'avenir. Mais les toutes petites entreprises, elles ne peuvent pas faire face à ça. Donc, c'est en ça que nous, à l'AMNIS, on essaye vraiment de les soutenir, à la fois pour faire connaître ces situations extrêmes, faire valoriser et dire non, c'est pas OK que l'on perde de la marge, parce que dans la plupart de la tête des gouvernements, etc., ils se disent oui, mais c'est OK parce qu'ils se font de la marge sur d'autres produits. Oui. Et ça, c'est le cas quand vous appelez Sanofi. Voilà, vous êtes un grand, vous avez des produits innovants, des produits matures, vous pouvez effectivement accepter d'avoir des produits où vous faites moins de marge. Mais quand vous êtes juste une petite société PME qui fait 10, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais avec des produits qui sont toutes la même caractéristique, c'est des produits à faible marge, ben oui, ça pose problème. Donc nous, on travaille vraiment sur ça, à l'AMNIS, pour essayer de faire comprendre que, on dit, la santé n'a pas de prix, le médicament a un coût, parce que oui, 89 centimes pour sortir 50 comprimés, où vous êtes capable de dire à chaque boîte vendue, si elle est chez Madame Duchoil ou chez Monsieur Tartampion, ça s'appelle la sérialisation, tout ça, ça a des coûts, et que ça ne peut pas sortir à 89 centimes. C'est juste mathématique, surtout si vous fabriquez en France, parce qu'il ne faut pas oublier que fabriquer en France, ça coûte nécessairement plus cher que de fabriquer dans des pays très lointains. Ouais, j'ai 10 000 questions là qui me viennent en tête. La première, du coup, c'est juste un exemple qu'on puisse se rendre compte, en fait, quel type de produit, en fait, est-ce qu'il y a... En produits matures. Ouais. Alors, on avait parlé, par exemple, de la vitamine K. Oui, alors j'avais parlé de la vitamine K parce que là, c'est encore plus critique sur la vitamine K. Donc là, on est sur des produits qui sont utilisés en réanimation. On est sur des produits qui sont stériles, etc. Donc vous imaginez la petite ampoule. Donc voilà. Et je crois qu'on est à moins d'1 euro, la vitamine K. Et donc du coup, voilà, il y a plus qu'aujourd'hui des PME qui fabriquent la vitamine K en France. C'est tout petit volume, c'est ça ? Tout petit volume et très très peu rentable. Et quand il y a eu, après Covid, tous les problèmes qu'on a eu avec le verre, le verre a vraiment très significativement augmenté, on était très à risque. D'où la fameuse souveraineté sanitaire.
Et ce qui est dommage, c'est que cette souveraineté sanitaire qui a été si importante post-Covid, aujourd'hui, on est déjà en train de l'oublier. Et vous, quand vous avez créé ce laboratoire, il y avait déjà des laboratoires 100% produits matures qui existaient ? Alors, pas en France. Si, en France, si, il en existait un sur Lyon. Mais il y en avait ailleurs. En Allemagne, notamment, on en a un énorme qui a beaucoup raflé les produits matures. Il y en a aussi en Angleterre. Enfin, il y en a un peu partout, je dirais, dans les pays. En France, il y en a 2 qui sont assez significatifs. Et puis après, il y en a plein de petits. Ouais. Okay, voilà. Okay. Aujourd'hui, à l'AMLIS, on a à peu près un scope sur 136 sociétés, alors avec des scopes en matière de chiffre d'affaires très différents. Ouais. Ça peut aller de, je dirais, à peine 1 million à plusieurs, jusqu'à 150, 200, 300 millions. Quoi. Voilà. Et donc, on a cette caractéristique à 65% d'avoir des produits matures et qu'on destine majoritairement au territoire français. C'est-à-dire que quand on regarde, on est à peu près à 70% de tout ce qui sort de nos PME est destiné au territoire français. On revient sur le marketing. Du coup, quand on parle de produits matures, ça veut dire quoi en fait de réinventer le marketing de ces produits établis ? Alors ça veut dire qu'on se positionne généralement sur le service, parce que ces produits établis, ils n'ont pas de nouveautés, ils n'ont pas de nouvelles études cliniques, etc. Et en fait, on va travailler avec le médecin en lui proposant du service. C'est-à-dire que soit, si je prends l'hypertension, qui est un sujet assez facile, on s'aperçoit qu'en fait, le nombre d'hypertendus traités est insuffisant. En France, on a à peu près 50% simplement de la population hypertendue qui est réellement traitée. Alors qu'en Allemagne, on est plutôt sur 75%. Donc on n'est pas bon élève, on va dire. Et particulièrement, nous, ce qui nous a intéressés, c'est que quand on regarde dans la population des non-traités, les femmes sont surreprésentées. Et pourquoi ? Parce que dans la tête du médecin, la femme, elle est protégée par ses hormones. Là où il y a juste un petit gap que le médecin n'a pas fait, c'est que la femme, aujourd'hui, à 50 ans, il y a un truc qui se passe, à 50 ans, plus ou moins 5 ans, il y a un truc qui se passe, c'est la ménopause. Ça veut dire que la protection hormonale, elle n'existe plus. Et surtout, la femme s'est masculinisée. Donc, elle boit plus, elle fume plus, et elle est en surpoids alors qu'elle ne l'était pas avant. Et donc, en fait, tout ça fait que, en fait, elle n'est pas du tout protégée. Et donc, du coup, il faut lui apprendre au médecin. Enfin, il faut lui apprendre. Il faut lui faire réaliser, parce qu'il le sait. Mais il n'a pas toujours le réflexe. Donc, on travaille là-dessus. On travaille sur, par exemple, sur l'histoire de la femme, etc. Il y a une fille qui est extraordinaire, qui fait... qui est Claire Mounier, qui fait Agir pour le cœur des femmes, qui travaille énormément sur ces signes d'alerte que le médecin doit avoir pour prendre en charge la femme. Mais on travaille aussi sur d'autres populations, sur des populations, par exemple, de l'obésité. On sait très bien qu'il y a une corrélation obésité-hypertension. Donc voilà, donc on travaille sur ces genres de choses, sur les nouvelles guidelines, etc. Très rarement sur le produit. C'est-à-dire qu'en fait, je vais travailler un univers de marque dans lequel le médecin va reconnaître l'univers de marque, mais je lui apporte un service. D'accord. Voilà. C'est, on va dire, du marketing un peu intelligent. Je sais pas. Et vous aviez combien de molécules dont vous faites la promotion aujourd'hui ? On en a à peu près 4. 4 et combien de personnes qui travaillent sur le marketing au terrain ? On doit en avoir 4 au total. Avec une alternante. Ouais, parce que ce que je trouve passionnant, et je sais pas de quand ça date, c'est de se dire, en fait, de plus en plus, on a ces produits matures qui sont utilisés. Donc, forcément, ça devient quasiment une spécialité, en fait, de faire du produit mature. On voit aussi, du coup, des tensions, c'est autre chose, mais des tensions donc, qui font des ruptures de stock. Et puis des pénalités qui arrivent dessus. Donc, on dit, en fait, c'est vrai que c'est pas compatible, en fait, qu'il y ait à la fois une spécialisation et une pénalité qui arrive de front sur ce que vous expliquez, en fait. Oui, sachant que là, nous, dans les PME, on parle surtout de produits matures qui sont non génériqués, donc qui ont quand même une spécificité. Le gros est génériqué quand même sur les produits matures. Donc, derrière... Il y a des alternatives. Donc, il y a des alternatives. Mais quand on le voit bien, quand il y a eu un problème, par exemple, sur l'amoxicilline,
tous les génériques d'amoxicilline ont eu le même problème. Donc c'est là où il faut aller regarder d'où vient le problème. Et alors souvent on vous dit c'est un problème qui est multifactoriel. Ouais. Mais le multifactoriel, il a généralement un dénominateur commun qui est l'équilibre économique. D'accord. C'est-à-dire que si vous avez un équilibre économique qui est rompu, effectivement, tous les éléments de la chaîne sont en difficulté. Et donc, le fait de redonner un vrai prix aux médicaments permet de rééquilibrer. Moi, dans mon exemple, on a décidé l'augmentation de prix, de la partager avec notre CDMO, notre fabricant. D'accord. Donc, en fait, on s'assure que à chaque fois qu'il nous livre les quantités nécessaires à la consommation du marché, on le rétribue de façon supérieure à voilà, pour essayer justement, parce que c'est un engagement, cette augmentation de prix, on nous l'a pas donnée. Voilà, c'est pas la carte bleue, c'est pas la gold qu'on nous a sortie. On nous a dit augmentation de prix si il y a respect et ne pas être en pénurie. Donc, du coup, c'est un engagement mutuel que l'on a. Et la juste rétribution permet ça. Ok. On va voir un épisode, je réfléchis, parce qu'il y a un épisode qui va justement être traité sur les ruptures de stock, vu par l'angle justement légal. Oui. Donc j'imagine que c'est contractuel. Ça devient contractuel. Oui, c'est contractuel au moment de... Exactement. Oui, tout à fait. C'est contractuel. Et au-delà de ça, il faut savoir que voilà, toute rupture de stock doit être signalée sur Trustmed, etc. Enfin, il y a des choses qui sont extrêmement bien, je dirais, balisées. Mais ces pénuries, elles ont, encore une fois, souvent un point commun, un dénominateur commun, parce que même si ça touche à un moment différents acteurs de la chaîne, souvent le driver, il est quand même économique. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'au niveau de la dispensation, et c'est ça qui est absolument dingue en France, c'est qu'au niveau de la dispensation, on arrive à se dire on va rémunérer un pharmacien à 1,02 € par boîte délivrée. Et ce qui est vachement bien. Moi, j'ai aucun souci sur le sujet. Mais donc, 1,02 € par boîte délivrée, ça veut dire que le pharmacien, il a 1,02 € net de marge sur la boîte délivrée. Et derrière, on n'est pas capable, au niveau du fabricant, de l'exploitant, de lui assurer une marge minimum. D'accord. Et tant qu'on n'aura pas ça, tant qu'on ne se sera pas dit c'est quoi la marge minimum que l'on doit faire sur un médicament, eh bien ça, derrière, c'est pas possible. C'est des discussions que vous avez en ce moment ? C'est des discussions qu'on a. Alors, on a des discussions qui sont très intéressantes. Alors, évidemment, la DGE, Bercy sont plutôt ouverts voilà, au sujet. Après, ce qui est très compliqué, c'est que quand on parle de marge minimum sur un comprimé, c'est pas la même chose que sur un sachet, c'est pas la même chose que sur une ampoule injectable. Donc, du coup, tout ça nécessite beaucoup de choses, beaucoup de discussions, etc. L'administration va pas non plus très très vite, il faut dire ce qu'il est. Mais en tout cas, il y a des gens qui entendent qu'on peut pas traiter de la même façon, d'un point de vue taxe, même d'un point de vue rapport, une big pharma et des PME. D'accord. Ça, c'est entendable. D'accord. Donc, voilà. Donc, sur l'AMLIS, effectivement, notre objectif, c'est justement d'aider ces entreprises à valoriser la production, particulièrement si elle est française. Oui. Et puis, on a un deuxième point, c'est de se dire, être plus transparent avec le patient. Et ça, je trouve que l'industrie pharmaceutique a le manque de transparence. C'est quelque chose qui m'effraie toujours. Et juste pour terminer sur le sujet d'avant, c'est que du coup, vous demandez des choses pour avoir un certain niveau de marge. Et les big pharma qui, par exemple, ont une capacité en fait d'équilibre parce qu'il y a de l'innovation, ça veut dire qu'en fait, il faudrait les traiter différemment. C'est ça que... aujourd'hui, on ne sait pas. Aujourd'hui, c'est pas traité différemment. Non. Et aujourd'hui, on ne sait toujours pas comment financer les innovations qui arrivent. C'est sûr. Mais oui, mais c'est un vrai sujet. Ça, c'est un vrai sujet. Parce que, effectivement, on est tous contents, si on a un cancer, si on a une maladie, etc., d'avoir accès à cette innovation. Ouais. Donc, en tant que citoyen, on est tous hyper alignés sur le sujet. Ouais. Mais aujourd'hui, ces innovations, elles coûtent de plus en plus cher, mais elles coûtent cher aussi à développer, enfin en R&D, etc. Et aujourd'hui, on ne sait pas les financer parce qu'on ne regarde pas non plus quel va être le bénéfice qu'elles vont apporter, parce que c'est peut-être moins de jours d'hospitalisation, c'est peut-être plein de choses. Et tout ça n'est pas valorisé, quantifié, etc. Mais bon, il n'y a pas que la France. Tous les pays sont dans la même situation. Mais en tout cas,
il y a des vrais sujets sur lesquels, j'allais dire, il faut aussi se poser. Et puis il y a des questions qui sont limites sociétales. C'est jusqu'où je monte l'innovation. Ouais. Parce que il y a un moment, va peut-être falloir se dire qu'il faut tous qu'on meure un jour quand même. Donc l'objectif, c'est pas forcément d'aller jusqu'à 130 ans. Voilà, c'est pas forcément ça aussi. Quoi, je peux vous demander du coup, ça serait quoi le schéma idéal? En gros, ça serait quoi, même si c'est un peu complexe de le faire en 2-3 phrases? Je pense que déjà, il faudrait que les deux systèmes soient séparés. Réfléchir, parce que voilà, on décide en fait ce qu'on veut être. Avec une économie ce qui va être complexe, parce que vous avez bien sûr, y a des sociétés qui sont aussi binaires. Prenez des gens comme Pierre Fabre, ils ont des produits matures, des produits innovants, donc ça va être compliqué. Et puis à la France, c'est l'international. C'est ça. Donc il va falloir, à mon sens, déjà essayer de séparer les deux modèles, parce que les deux modèles ne peuvent pas répondre aux mêmes règles, même si sur qualité réglementaire, on est bien d'accord que tout le monde doit avoir les mêmes, mais d'un point de vue fiscal, etc., les choses sont différentes parce qu'on n'est pas sur les mêmes modèles. Et en fait, c'est amené à s'accentuer, en fait, la différence. Ah ben oui, et inévitablement. Et puis ensuite, il y a plein de débats politiques. Alors, il y a des économies à faire, ça, on en est tous persuadés. Mieux consommer, mieux prescrire, tout ça, ça c'est sûr. Moi, je pense que, notamment, il y a du travail à faire avec les académies de pharmacie, les académies de médecine, pour justement gérer ce côté mieux consommer, mieux prescrire. Moins de gabegie aussi dans les hôpitaux, parce que de moins en moins de personnel, donc forcément des inefficiences, on va dire, dans le système. Et puis après, il y a le vrai sujet des innovations, où là, il y a un moment, il va falloir se dire que la santé n'est pas forcément un coût, mais c'est peut-être un investissement de la société. Et donc, du coup, voilà. Mais après, je dirais que c'est des réflexions où il faudrait amener à tous réfléchir sur le sujet, les philosophes, etc., pour comprendre qu'est-ce qu'on a envie de consacrer à la santé. Aujourd'hui, on a bien un budget de l'armement. Ça ne fait, on dit on va mettre plusieurs millions milliards sur l'armement, ce que je peux comprendre. On est tous conscients que on est entouré juste de fous, donc on est ok pour se dire on investit pour se protéger. On peut peut-être investir aussi pour se soigner, quoi. Mais c'est vraiment une discussion sociale. C'est des gros chantiers de. C'est de se dire, oui, c'est un investissement et qu'il n'y aura pas forcément un retour sur investissement qui sera... Enfin, le retour sur investissement, ça sera une meilleure qualité de vie et des années de vie, quoi. Et on ne pénalise pas des petites molécules. Voilà. Exactement. Et des filières industrielles. Voilà. OK. Et donc, mon deuxième sujet, c'était la transparence. Ouais. J'y tiens beaucoup. Transparence envers le patient. Transparence envers le patient, parce que je trouve qu'on manque désespérément de transparence sur le lieu de fabrication. Aujourd'hui, quand vous achetez quelque chose sur Amazon, on vous dit où ça a été fabriqué. Nous, dans le médicament, on vous dit où est-ce que le médicament est libéré. Et donc, vous pouvez avoir une belle adresse à Rueil-Malmaison, alors que le produit a été fabriqué en Chine. Donc, du coup, ça, pour nous, non seulement ça doit être valorisé, cette production française, mais pas que parce que c'est une production française, c'est aussi parce que le patient a le droit de savoir et doit savoir où ça a été fabriqué. Donc, on travaille avec des gens comme le SICOS, qui travaillent sur l'API, ou CDMO France, qui travaille sur le manufacturing, pour dire l'idée, ce serait d'avoir un trèfle. On a 3 feuilles, une pour l'API, une pour le manufacturing, une pour le packaging, et ainsi, le français saurait si son API il vient de France ou d'Europe, peu importe. Exactement, et la même chose sur le manufacturing et sur le packaging, parce que c'est quand même des informations qui aujourd'hui sont quand même juste lunaires de ne pas le savoir, alors qu'on consomme, on absorbe des produits, on ne sait pas d'où ça vient. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un choix aussi du patient là-dessus ? Au moins une information. Oui, au moins une information, et je suis persuadée qu'on serait tous OK à payer peut-être un peu plus si on sait que c'est fabriqué en France ou en Europe. Parce que très clairement, cette fabrication locale, déjà, c'est une démarche RSE.
déjà de base. On ne peut pas se dire qu'on est RSE partout sauf sur le médicament. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, ça crée de l'emploi. Et troisièmement, ça explique pourquoi ça peut être un peu plus cher. Parce que les normes environnementales ne sont pas les mêmes, parce que la main-d'œuvre est plus chère, parce que voilà, ça coûte plus cher de fabriquer. Donc on est OK pour, je sais pas, quand on achète notre pot de confiture en local, on se dit c'est normal que ça soit plus cher que Bonne Maman qui est en industriel. C'est la même chose sur le médicament. Donc ça peut expliquer d'avoir un bonus de 50 centimes ou 1 euro pour se dire au moins je consomme localement. Ça vient aussi avec une démarche Exactement. d'information. Ok. Et vous avez fait le choix dès le début de fabriquer en Europe, en France ? Ouais. Aujourd'hui, nous, chez Laboratoire Exo, on fabrique à 90% sur l'Europe et 55% en France, dont 55% en France. D'accord. Y compris sur la PI. Donc c'est un vrai choix. Et c'était un rationnel dès le début de se dire... Alors au début, un peu par hasard. Ouais. Après, je suis tombée dans l'AMNIS, donc c'est un peu comme Obélix qui tombe dans la marmite. Vous vouliez plus faire marche arrière. Voilà. Maintenant, je suis piquée à ça parce que je trouve que c'est tellement important d'être cohérent dans sa démarche que moi, du coup, je me sens, entière, quoi. Je veux dire, je me regarde dans la glace tous les matins, j'applique ça, je le revendique, je milite pour, etc. Et parce que j'ai cette démarche qui est totalement cohérente. Et je suis fière, au même titre que je suis fière d'avoir créé de l'emploi chez Alixo, etc. Je suis fière aussi de porter ces valeurs parce que, pas par patriotisme pour patriotisme. C'est juste qu'on se dit, on crée quelque chose, quoi. Et on a du sens, ouais. Voilà. Ouais. C'est juste ça. J'ai une petite réflexion qui vient aussi parce que je vois aussi beaucoup d'entrepreneurs pharmaciens qui ont cette approche de, en fait, je le fais parce que ça a du sens et de toute façon, quoi qu'il arrive, je le ferai. Et parfois, c'est de se dire, en fait, pour l'instant, je gagne pas de l'argent dessus, mais en fait, je sais qu'au bout d'un moment, je vais tout faire en sorte pour montrer des KPI et montrer des choses pour que ça soit, ça soit rémunéré. Je sais pas si vous avez ça vous parle, si vous avez des exemples comme ça ou... de se dire, en fait, de voir une big picture en disant, je veux que ce soit aligné, je veux que ça aille dans cette direction. En fait, je vais me débrouiller pour que ça... Oui. De toute façon, c'est notre métier. Enfin, sincèrement, sur une PME, il est quand même très, très compliqué, au jour le jour. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit sévèrement picousé pour y croire et pour aller jusqu'au bout, quoi. Ça, c'est sûr. Parce que non, mais des ennuis, il y en a tous les jours. Vous avez l'élimination d'un collaborateur, vous avez un API d'un seul coup qui se fabrique plus, vous faites un transfert industriel d'un seul coup, ça marche plus. Donc des ennuis, il y en a toujours. Donc il faut vraiment qu'on soit tous convaincus du bien fondé, du sens que ça donne pour aller jusqu'au bout. Ça, c'est évident. De la direction. Ouais. Voilà. Maintenant, ce que je trouve quand même un peu dommage, c'est que je trouve franchement qu'en l'entrepreneuriat, et plus spécifiquement les PME, elles sont pas trop défendues, moins défendues que si vous comparez à des systèmes comme l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, qui ont pris en 10 ans un vent en poupe incroyable. D'accord. Et ils savent accompagner les PME. En Allemagne, ça fait longtemps. Et oui. Mais le passage PME-ETI, notamment en Italie, vous avez énormément de structures familiales qui continuent à se développer et que l'on aide. Et c'est OK de les aider. Alors que nous, franchement, on a l'impression des fois que... Traité comme une big pharma. Un peu. Et puis... Pas comprendre que en fait le maillage territorial, la création d'emplois, tout ça, ça fait sens quand même. Quand vous allez dans l'historique aussi. Voilà, quand on voit dans des petites villes de province que c'est l'industrie à côté qui fait tourner le truc. Oui, ça fait sens. Enfin, franchement. Et quand chez les jeunes, je trouve que on ne vend pas assez la pharma. Parce que la pharma a quand même plutôt une mauvaise image auprès des jeunes. Et je trouve ça super dommage. Parce que, comme vous le dites, il y a du sens. Il y a du sens dans tout ce qu'on fait. On travaille pour la santé des gens. On travaille pour une empreinte territoriale et donc, du coup, un côté RSE, etc. Et on devrait porter les gens sur ça. Et donc, je trouve que cette pharma qui reste un peu obscure entre soi, etc., je trouve que nous, PME, au contraire, il faut qu'on fasse ce travail d'ouverture, de transparence, et puis d'accepter de se dire, oui, on a eu des
des vilains petits canards qui n'ont pas bien fait leur job, etc., hein, les grands scandales, etc., c'est OK, mais ça ne veut pas dire que tout le monde est pareil. Et puis derrière... Ça ne veut pas dire qu'on peut aussi s'améliorer. Exactement. Donc, mais vraiment, je pense que vis-à-vis des générations nouvelles, il faut qu'on fasse venir les jeunes dans les usines, parce qu'aujourd'hui, on manque désespérément de gens qui fassent tourner les usines. C'est pas tout de dire qu'on réindustrialise, mais il faut que les gens y travaillent et que ces gens soient fiers de ce qu'ils font. Et vous voyez, quand au moment du Covid, nous, on a eu, notamment, on fait fabriquer notre plus gros produit, il est fabriqué en Italie. C'était la région d'Italie qui était la plus touchée par le Covid. On a eu 0 retard de production. Ça veut dire que les mecs, malgré le fait que ça mourait partout dans tous les quartiers de machin, ils continuaient et allaient produire. Ben moi, je trouve, quand je vous le raconte, j'ai encore des frissons. Je me dis, il y a des gens qui ont risqué leur vie pour aller produire. Ben, c'est beau quand même. Donc, on devrait porter ce sens-là. Et c'est ce que je reproche un peu aujourd'hui à ce côté Big Pharma, un peu entre soi, etc. C'est de se dire, attendez les mecs, il y a quand même des gens qui font leur métier au service des autres. Et ça fait du sens. Donc, dans la nouvelle génération, ça devrait porter. Voilà. D'accord. Je comprends. Non, mais ça... Enfin, c'est tout un maillage, tout un tissu industriel qui, si on amalgame déjà des grands sièges qui sont de multinationales basés dans des endroits qu'on ne connaît pas et c'est ça. Des petites PME françaises qui font peut-être beaucoup de leur business en France, on ne parle pas des mêmes personnes, en fait. Exactement. Pas des mêmes enjeux, des mêmes... Et encore une fois, ces personnes ne s'opposent pas. On a besoin tous de tout le monde. Mais c'est important qu'on le fasse connaître que, encore une fois, le produit du quotidien que le Français prend pour sa tension, pour son diabète, il peut venir d'une PME française. Vous vendez en France, dans d'autres pays ? Alors oui, nous, on est présent, Laboratoire XO, donc 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est assez facile, 80 pays. Pas 1 million par pays, mais ce serait trop simple. Mais non, on est présent dans 80 pays. On a un office à Dublin et un autre aux US. Et tout le reste est couvert avec des partenariats, donc avec des partenariats commerciaux et qui prennent en fait en charge la distribution sur ces pays, donc en Europe, principalement Europe, Afrique noire francophone, Maghreb, et puis Asie et Middle East. Ok. Donc voilà, c'est à peu près nos territoires. Beaucoup d'humilité dans l'export, parce que évidemment, des règles à chaque fois nouvelles. Donc pour les équipes, c'est aussi des carrières qui sont très riches, parce qu'ils apprennent tous les jours, quoi. Souvent, on me dit, on s'ennuie pas chez Ictus. En disant. C'est vrai. C'est vrai. Je pense qu'on est bien là, on va parler de financement. Ouais. On va enchaîner sur le dernier petit sujet, une dernière thématique. Sujet. Je pense que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Alors oui, parce que... Et je suis hyper contente de pouvoir en parler aussi, quelqu'un qui a envie d'en parler. Voilà, il ne faut pas avoir peur de parler de l'argent. Alors déjà, je voulais commencer par... souvent, nous les femmes, on a un problème à parler de l'argent. Et je l'ai conçu assez... parce que maintenant, je fréquente pas mal de clubs financiers féminins. Et en fait, c'est juste une anecdote. Mais en fait, la première différence chez les femmes se fait au moment où on donne de l'argent de poche. Et en fait, on donne souvent une pièce à un garçon, alors qu'à une petite fille, on va lui faire des cadeaux. Ça commence là. Et donc, je milite énormément pour expliquer à toutes les mamans qu'il faut qu'elles apprennent à leurs filles, une chose fondamentale, c'est qu'il faut travailler. Ça, c'est... je ne travaille pas et c'est pas un concept, parce que si on ne travaille pas, on n'a pas d'indépendance intellectuelle et financière. Et donc ça, c'est dans le choix de vie, c'est hyper important. Donc je milite à fond là-dessus. Et ce rapport à l'argent, il est hyper important parce que, en fait, c'est nous qui induisons nous-mêmes des biais qui font que quand elles vont être plus tard dans la vie d'entreprise, etc., elles vont réagir différemment. Voilà, donc la finance, c'est important. Il faut savoir parler de l'argent. Et l'argent n'est pas sale. Voilà, déjà, quand on a dit ça, voilà. Alors, peut-être parler des financements, c'est ça. Vous parliez de Love Money au début. Voilà, donc moi j'ai commencé par Love Money.
Après, j'ai commencé par, on va dire, quasiment du family office avec Gérard Leduc, c'était sa fortune personnelle qui mettait en jeu dans tous les investissements qu'on a faits. Ouais. Et ça, hyper admirative, hyper reconnaissante, etc. Parce que c'est des risques financiers qui sont énormes. Voilà. Et après, donc depuis 2020, je suis sous fonds, donc ce qu'on appelle sous LBO. Donc je travaille avec des private equity. Et là, ma vie, elle a un peu basculé. Alors pas du côté noir de la force, Dark Vador, pas du tout. Mais c'est très clairement un milieu qui est tout à fait différent. Un milieu où moi, j'ai eu du mal à m'intégrer au début parce que je venais de la pharma. Vous étiez obligé de passer dans ce milieu ? Oui, parce que j'ai un niveau d'investissement qui est énorme. Plus, ma dernière molécule que j'ai achetée, il y avait une partie financement de la dette, mais il me fallait 30 millions de fonds propres. Ouais. 30 millions de fonds propres. Aujourd'hui, les banques, elles ne font pas leur boulot sur ça, parce que elles vont dire oui, on vous suit, mais bon, si vous mettez des garanties personnelles, si vous mettez machin, donc 30 millions, moi personnellement, je sais pas. Donc du coup, c'est vrai que seuls les private equity sur ces business models sont efficaces, et donc il faut faire avec. Alors une fois qu'on a dit ça, il faut savoir comment faire avec. Alors déjà, c'est un milieu qui est hyper particulier à pénétrer, je dirais, en tant que femme, parce que c'est un milieu qui est hyper masculin, encore, trop. Ça c'est impressionnant. Deuxièmement, ils ont leur code, leur jargon, etc. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre. Alors, il y a des choses qui sont positives, des choses qui sont négatives, comme dans tout système, en fait. Les choses positives, c'est que, c'est des gens qui ont de l'argent, donc qui sont prêts à investir et qui sont prêts à vous faire grandir. Donc, nous, concrètement, XO, aujourd'hui, on est 60, on recrute, on doit recruter à peu près une dizaine de personnes par an. Voilà. Donc, il y a des moyens qui sont donnés aux ambitions. Donc, ça, c'est hyper positif. Deuxièmement, comme on le disait, il y a quand même beaucoup de produits matures qui, si ils n'étaient pas repris par des sociétés comme les miennes, seraient voués à être arrêtés in fine. Donc, ce système-là, on est content que ça existe parce que l'arsenal thérapeutique va être plus important pour les prescripteurs, etc. Et la chose sur laquelle il faut être vigilant, c'est qu'il y a une connaissance de la pharma. Toutes les private equity ne connaissent pas la pharma. Donc, il y a un côté acculturation. Surtout Et en fait, on a un rapport au temps qui est différent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens qui veulent avoir un retour sur investissement qui est plutôt rapide. Là où la pharma, quand je dépose une AMM, quand je la mets sur le marché, le temps d'avoir son prix, etc., ou même quand je m'inscris dans un nouveau pays, on va avoir 2 ans, 3 ans. Donc en fait, ce rapport au temps étant très différent, moi, mon rôle de CEO, c'est en permanence de faire le tampon entre mes équipes qui disent ça va être un peu long, et Private Equity dit comment c'est pas déjà fait. Donc c'est ça qui est un peu compliqué dans ce système-là. Et donc là, c'est vraiment entre le CEO et le CFO à vraiment jongler. Et donc on doit vraiment être en partenariat en permanence pour expliquer les choses et faire attention que la financiarisation de la santé, ça soit pas contre-productif. Parce qu'à la fin, c'est pas que un PNL. Ouais. Bien sûr, c'est un PNL parce que c'est normal, ils ont investi de l'argent, c'est normal qu'ils refassent un return, mais il faut qu'il y ait quand même un peu de temps au temps. Donc c'est notre rôle à nous d'équilibriste entre les deux mondes, on va dire. D'accord. Du coup, c'est des modèles qui se développent de plus en plus ? Oui. Et du coup, vous êtes quand même garant aussi du fait que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas de dérive. C'est pour ça que moi... Parce qu'en gros, il n'y a pas de contrôle, quoi. Voilà, et c'est pour ça que moi, jusqu'à présent, je veux toujours rester pharmacien responsable pour justement m'assurer qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Je dis pas qu'on me demande de faire n'importe quoi, mais en fait, c'est un peu ce rôle de pharmacien responsable me permet d'être un peu quand même juge de paix dans tout ça et de m'assurer qu'on soit hyper conforme sur tout, quoi. Donc voilà, mais c'est un modèle effectivement qui se propage, je dirais,
parce que, encore une fois, les besoins en financement sont énormes et que les banques ont toujours besoin d'avoir un minimum de risque. Or, c'est des entreprises qui sont nécessairement à risque. Donc, pour l'instant, vous avez réussi à vous adapter Oui. en fonction des phases de vie de l'entreprise, d'aller chercher. On vous a quand même fait confiance. Vous avez trouvé des partenaires, en fait, et c'est là où moi, mon métier change. Alors, ça s'est évolué quand même, malheureusement, un peu plus vers la finance. Mais bon, à la fois, c'est enrichissant, c'est d'autres enjeux. Mais c'est effectivement, moi, jusqu'à présent, j'essaye vraiment de me dire, voilà, je fais une association avec une private equity sur un temps donné pendant une phase de développement du laboratoire. Je sais que alors c'est aussi compliqué pour les équipes à comprendre que ça va être une association qui va être finalement temporaire parce que il y aura forcément besoin d'un nouveau fonds à un moment d'une nouvelle histoire, mais que en gros moi mon rôle consiste à un peu cloisonner et que les équipes ne soient pas impactées par tous ces changements et que pour l'opérationnel pharmaceutique on reste sur une stabilité. C'est pour amener d'un point A à un point B. Exactement. Et je pose la question, mais vous avez une autre option, sinon, c'est de se faire financer par un autre groupe ou par... Alors oui, ça pourrait à terme, pourquoi pas, mais on n'aurait probablement pas la même rapidité de croissance. D'accord. C'est ça qui est intéressant avec le fonds, c'est que ça permet d'avoir une échelle des possibles. Ferrari, Exactement, tout à fait. Qui est lié à la masse d'argent injectée ou aussi Oui, et puis avec cette notion de prise de risque. Voilà. Alors après, ça pourrait être d'autres groupes étrangers qui n'ont pas de présence en France et qui, du coup, envisagent d'avoir des plateformes dans différents pays. Ça pourrait être le cas, effectivement. Ouais. Aujourd'hui, on ne s'est pas trop posé la question à ce jour, mais peut-être un jour. Ok. Merci beaucoup. Bon, maintenant, c'est bientôt la fin. On va parler un peu de vous. Vous êtes entrepreneur, j'aimerais comprendre des notions un peu intimes de la peur, par exemple. C'est quelque chose que Alors, c'est une très bonne vous connaissez bien. Alors, est-ce que c'est fini d'avoir peur au bout d'un moment? Non. Alors, déjà, je dirais, les nuits sont parfois courtes. Et au début, je me suis dit, si l'entrepreneuriat, elle continue d'être courte. Donc, je pense réellement que c'est les soucis de la journée, quoi. Je pense qu'en fait, on a un côté qui est très optimiste, parce qu'autrement, on ne serait pas entrepreneur. Parce que, en gros, quand même, il faut se dire que tous les jours va peut-être se passer quelque chose qui n'est pas forcément positif et qu'il faut qu'on continue quand même. Moi, j'ai peur parce que maintenant, alors, au début, j'avais peur par rapport au financièrement. Je me disais, les enfants, ils sont pas encore élevés, etc. J'avais énormément peur de l'aspect financier. Maintenant, j'ai la chance d'avoir 2 grands garçons qui sont autonomes, etc. Et donc ça, pour moi, c'est OK. Le risque financier, il m'empêche pas de dormir. Par contre, j'ai un autre risque qui est arrivé sur mes épaules. Alors, le risque financier vis-à-vis des gens qui m'ont confié de l'argent. Mine de rien, c'est private equity, ils ont mis beaucoup de millions, donc forcément, je me sens quand même un peu responsable du truc. Mais surtout, c'est les choix par rapport à mes employés. Donc ça, c'est le truc qui... et c'est idiot, parce que la boîte, elle tourne, ça se passe bien, etc., etc. Mais néanmoins, on se sent quand même hyper responsable de moi. J'ai quand même 60 personnes sous moi, quoi. Donc, je peux pas faire n'importe quoi. C'est pas OK si je me plante, quoi. Je veux dire, c'est ça qui est plus complet. Donc, moi, je pense que on a toujours peur. Et si on n'avait pas peur, ça voudrait dire qu'on est un peu irresponsable. Donc, j'ai accepté cette peur maintenant. C'est là où j'ai fait beaucoup de progrès sur moi-même. Me dire, oui, je suis optimiste. Je dois m'entourer de pessimistes, donc généralement, je travaille quand même avec des gens qui me disent « Attention, là, peut-être que... mais qui me le disent toujours d'une façon positive, parce qu'autrement, j'arrive pas à travailler avec eux, ça c'est certain. Et troisièmement, je veux dire, j'accepte cette peur, j'accepte de me dire que ça fait partie de la vie et que probablement... Si j'avais pas cette petite clochette de temps en temps,
ça voudrait dire que je suis un peu irresponsable, quoi, que je fonce la tête baissée. Ça serait pas forcément positif, en fait. Apprendre à vivre avec. Ouais, quoi. exactement. Okay. Et c'est vraiment une histoire quand même incroyable. En 10 ans, je trouve que c'est magnifique. Et je me dis, peut-être même encore, ça vous arrive d'avoir le syndrome de l'imposteur ou c'est terminé? Vous l'avez eu à certains moments? Oui, je l'ai eu énormément. Est-ce que vous êtes partie quand même de rien? Oui, exactement. Et je suis consciente aussi que ça peut arriver très vite à très rien, en plus. Et donc, s'il se passe quelque chose, etc. Alors, j'ai eu le syndrome de l'imposteur. Alors, tout au début, je dirais jusqu'en quasiment mes premières années private equity. Ah oui? Oui, juste parce qu'au début, je me disais, mais ils me disent que c'est super ce que j'ai fait, mais quand même, en fait, ils comprennent pas, quoi. En fait, il y a un truc qu'ils n'ont pas compris, quoi. Donc, Vous pensiez quoi que... Je me disais, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible qu'ils trouvent que c'est si bien que ça. J'avais vraiment ce sentiment-là, en disant peut-être que tout ça, ça a été que de la chance. Ok. Alors, il y a 2 choses, en fait, qui m'ont fait réaliser. Premièrement, ma famille, parce que j'en ai pas parlé assez tout au long de nos discussions, mais je pense que tout ça ne pourrait pas exister sans un côté familial qui était extrêmement robuste, extrêmement supportif, etc. J'ai à la fois un mari et des enfants qui sont toujours très supportifs, ils m'ont toujours été OK sur le fait que j'investissais énormément de temps, déjà de l'argent de la famille, mais aussi du temps. Et ça, je suis très fière aussi parce que, quelque part, j'ai induit à mes enfants que c'était OK de se développer dans son travail. Et qu'on pouvait être une maman épanouie, être, j'espère, une bonne maman. Enfin, en tout cas, ils m'ont pas encore dit le contraire. Mais, et les avoir aidés à grandir tout en moi continuant à me développer. Et donc ça, c'est un truc qui est hyper important pour moi, d'expliquer aux femmes qu'on peut réussir sa carrière tout en étant OK dans sa vie de famille. Ça, j'en suis intimement persuadée. Et je pense qu'on est encore mieux maman épanouie si on est épanoui dans ce qu'on fait, quoi. Donc ça veut pas dire que voilà, on est tous entrepreneurs et que voilà, mais qu'une maman épanouie, c'est une maman qui s'épanouit dans ce qu'elle fait. Je pense que c'est hyper important. Donc j'ai eu cette famille qui m'a donné énormément confiance et qui de temps en temps me dit eh non, mais t'as vu tout ce que t'as fait là, t'as vu tout ce que t'as réalisé. Donc ça m'a aidé. Ouais. Et puis ça m'a aidé aussi le jour où j'ai eu quand même un passage en termes d'actionnariat qui a été extrêmement, on va dire, en dents de scie. Voilà, exactement, up and down. Je vois les signes. Voilà. Et là, j'ai passé toute cette phase-là et j'avais beaucoup de gens qui me disaient non, mais tu devrais pas faire ci ou tu devrais faire ça. Hein, Et là, un jour, je me suis dit bah non, je vais faire comme je veux, comme je le sens moi, parce que je me dis que voilà, finalement, c'est moi qui sais bien ma boîte, quoi. Donc, du coup, je vais le faire comme je le sens. Et j'ai passé toutes ces épreuves relativement bien. Il y a eu des écorchures, hein, évidemment, mais relativement bien. Et là, je me dis, bah, finalement, ce syndrome de l'imposteur, alors c'est peut-être l'âge aussi. Il s'efface, ouais. Il s'efface. Mais il y a un moment où on se dit, quand même, ouais, j'ai fait quand même pas mal de trucs, donc ça doit être OK. Mais je pense qu'il y a aussi de l'âge qui fait ça. Non, mais on en discutait avec une jeune maman qui me disait, mais on a toujours peur avec les enfants de ne pas bien faire, etc. Et effectivement, il n'y a que l'expérience qui nous dit qu'on n'a pas trop mal réussi. C'est que quand on voit... C'est fait, quoi. Et voilà, exactement. Donc c'est peut-être l'âge aussi qui fait qu'il y a moins d'un syndrome d'imposteur. Mais ce syndrome, il existe particulièrement chez les femmes, c'est une évidence. Parce qu'on ne lui redonne pas assez confiance. Je pense que, je sais pas si vous avez grandi dans un milieu d'entrepreneurs, on n'a pas parlé de ça, mais... Pas du tout. Pas du tout, parce que du coup, je veux dire, trouver ses modèles, trouver ses mentors. Moi, je pense que le jour où j'ai dit à mon papa que je créais mon entreprise, c'était le pire jour de sa vie. C'est qu'il n'a pas compris pourquoi je partais de chez Procter & Gamble. C'était tout tracé pour lui. Et pour lui, c'était vraiment, je pense... alors, je pense qu'au bout d'un moment, il a compris. Enfin non, il a compris. Il a accepté. Plus exactement, il a accepté. Mais je pense qu'il disait, mais pourquoi elle fait tout ça, quoi? Vraiment. Mais... Bon, chacun ses drivers. Et le fait de débarquer aussi dans un milieu peut-être plus masculin ?
Ben ça, c'est le day-to-day dans le monde de la finance, qui est un milieu... Et même de l'entrepreneuriat, je pense. De l'entrepreneuriat aussi. Alors, oui, dès qu'on est sur ces tailles d'entreprise, oui. Parce qu'il y a beaucoup de petits entrepreneuriats TPE féminins. Mais dès qu'on passe à la PME presque TI, c'est plus compliqué. Mais moi, je reste persuadée que, en tant que femme, on apporte quelque chose de différent dans l'entrepreneuriat. Alors, je ne veux pas dire que les hommes ne respectent pas, mais on a moins ce sentiment de vouloir imposer notre point de vue. Et je pense que, du coup, on va amener un entrepreneuriat qui est un peu plus vrai, un peu plus avec un leadership qui écrase moins l'autre, qui a moins besoin de s'imposer. Et je pense qu'on laissera un peu plus de place à plus de choses. Donc, je pense que les nouvelles générations qui arrivent, les garçons sont déjà beaucoup plus, entre guillemets, féminins, dans le sens où c'est moins un combat de testostérone. Moi, je l'ai quand même beaucoup vécu, ce combat de testostérone. Et malheureusement, des fois, il y a des femmes aussi qui pratiquent ces usages, on va dire, plus masculins, et qui, du coup, induisent un peu de la force dans les rapports. Et je pense que un management plus vrai, plus authentique, arrive mieux aujourd'hui à passer. Donc, je pense qu'on est en train de bouger, et plus on aura de femmes à la tête de ces entreprises, plus on aura peut-être une relation win-win qui sera établie. En tout cas, je l'espère. Pour le mot de la fin, on a déjà pas mal dit ça, mais quelles sont les, qualités indispensables pour résister aux tempêtes de l'entrepreneuriat ? Je dirais 3 adjectifs. Je dirais premièrement l'optimisme, parce que, encore une fois, un entrepreneur, il se doit d'être optimiste. La résilience, c'est-à-dire qu'on s'adapte, on est capable de tourner la page et passer sur une page nouvelle, réécrire une nouvelle histoire facilement. Et puis après, il faut embarquer les gens. Il faut que son équipe, elle croit au projet. Donc c'est hyper important que des fois c'est l'équipe, des fois c'est des financiers, des fois c'est moi, dans le cadre de la MIS, c'est aussi un gouvernement. Mais il faut embarquer. Il faut embarquer les gens dans le projet. Donc, ça demande aussi ces qualités, je dirais, de communication, ouverture sur les autres et de respect dans la communication, qui fait que, voilà, on embarque. On peut tracer sa route, quoi. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Merci Karine, en tout cas de m'avoir laissé cette opportunité de parler. Et puis, mais merci. C'était passionnant, en tout cas, de plonger dans autant de détails, dans une aventure entrepreneuriale, montrer que la pharma, c'est aussi des choses très différentes de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir, de lire dans des choses très, très grand public. Si les gens veulent vous contacter, où est-ce que... le LinkedIn marche très très bien. Voilà, exactement. Si vous avez été inspiré par le parcours de Karine, n'hésitez pas à partager cet épisode avec les entrepreneurs de votre réseau et partager ce que vous en avez pensé à Karine sur LinkedIn. Elle sera ravie de vous lire. À bientôt. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode et merci d'être toujours plus nombreux à suivre Pharma Minds. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Pour ne pas louper la sortie des prochains épisodes, rendez-vous sur les réseaux sociaux. À très bientôt.